Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canard Café. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de petites vidéos d'interview. Ces derniers temps, c'était un petit peu plus compliqué car il y a eu la fin des tournois européens, les LCQ. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient en grande préparation aussi pour le tournoi de 7 pour Scar. Il y a eu tous les tournois de 7 là, qui vont bientôt se finir. Je crois que c'est encore peut-être le dernier week-end ou le week-end d'après, un truc comme ça. Donc les gens sont voilà, pas trop dispo. Moi j'étais occupé aussi. Voilà. J'ai fait pas mal de tournois de 7 dans ma région ou ailleurs. Je suis descendu dans le sud au magasin Parcage de Pertuis. D'ailleurs, je salue Julie et Anthony du magasin. C'était très sympa. Et de rencontrer toute la communauté là-bas dans ce secteur, c'était cool. Ça change un peu de ma région et des boutiques où j'ai l'habitude de jouer. Et donc voilà. Et là, je suis vraiment très content d'accueillir deux youtubeurs, créateurs de contenu que je pense que vous connaissez bien hein, si vous suivez un petit peu tout ce qu'il y a un peu sur YouTube pour l'Orcana. Et ben c'est Tom et Revan de la chaîne YouTube Tom et Revan qui sont voilà, créateurs de contenu, joueurs, passionnés, voilà, des personnes que j'apprécie, qui sont vraiment très sympas. Donc j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, Tom et Revan, je vais vous laisser vous présenter juste après. Et encore merci d'avoir accepté ce petit interview avec moi, c'est vraiment sympa. Salut Tom et Revan. Bien, salut à toi, ça nous fait extrêmement plaisir aussi d'être là pour cette vidéo. Merci pour ton invitation sur ta chaîne, et oui, je vais également très bien, donc j'espère que toi aussi, tu vas bien. Merci les amis, moi ça va très bien et content de vous avoir ici. Et d'ailleurs pour la présentation, n'hésitez pas, je sais pas si vous voulez donner plus d'informations sur votre prénom réel ou le pseudo, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas trop si les noms sont des pseudos ou les vrais noms, un nom d'emprunt, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à partager ce genre d'informations, votre profession actuelle, si ça vous dérange pas, votre lieu géographique de résidence aussi, ça peut être sympa de savoir ça. Voilà, parce qu'on rencontre des types de profils complètement différents dans ce monde de l'Orcana, donc c'est sympa d'en savoir un peu plus sur vous. Écoute, je m'appelle Thomas Méhény, et voilà, mon prénom ce n'est pas Tom, c'est Thomas. J'habite au Havre, et je suis acheteur public pour un hôpital, donc pour un groupement d'hôpitaux en Seine-Maritime. Et voilà, donc je m'occupe de passer des marchés publics pour ces hôpitaux. Ok, super, merci Tom. Et toi, Revan, présente-toi. Moi, je m'appelle Ervan, évidemment, Ervan Renault, je m'appelle pas Revan, c'était pas loin pourtant, voilà. Mes parents n'étant pas fans de Star Wars, j'ai pas eu cette chance. Et j'habite à Paris, enfin dans la banlieue sud, mais vraiment à 10 minutes à pied du périph', donc je me considère un peu comme dans Paris. Je resterai web développeur. Voilà, donc je fais des sites web, c'est ma passion. Est-ce que vous étiez dans votre jeunesse des anciens joueurs de TCG, de jeux de société, de jeux vidéo ou autres qui pourraient expliquer votre intérêt pour l'Orcana par la suite ? Et tout ça en même temps. Voilà. J'ai longuement joué à Yu-Gi-Oh! Pendant 15 ans, facile. Donc au début, on a découvert avec Tom l'univers du TCG. Bien sûr, j'ai joué à Pokémon à la cour de récré comme tout enfant des années 90, où j'ai martyrisé et perdu un drac au feu. Mais c'est une histoire pour un autre moment. On a découvert du coup Yu-Gi-Oh! On a vite plongé dans l'univers avec Tom. Voilà, on avait notre petit magasin au Havre, parce qu'on vient du Havre tous les deux. Et voilà, j'ai toujours aimé les jeux de société et les jeux vidéo. Hein. De toute façon, vous pouvez voir derrière moi, hein, je peux pas mentir. Et voilà.
Et donc, voilà, gros nerd. On peut en profiter parce que c'est une question qui parle un peu aussi de la jeunesse. C'est pour dire aussi que Ervan et moi, on est amis d'enfance depuis tout petit. On se connaît depuis toujours. Techniquement, en fait, nos parents étaient voisins. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a commencé à jouer ensemble. Nous sommes amis d'enfance. Et donc, moi, de mon côté, pareil qu'Ervan, commencé principalement par Yu-Gi-Oh! J'ai beaucoup joué aussi à Hearthstone, j'ai joué à WoTCG à l'époque, avant que Hearthstone existe. Et voilà, globalement, c'était les TCG auxquels j'ai joué aussi. Mais j'ai beaucoup moins joué de manière compétitive à Yu-Gi-Oh! Que toi, Ervan. Ouais, moi j'ai joué pas mal, alors pour le coup en compétitif sur les terres anglaises, pour le coup. C'était vraiment sur ma fin de vie Yu-Gi-Oh! Où je me suis vraiment lancé dans le compétitif. Yu-Gi-Oh! Étant un jeu que je trouve a perdu de l'intérêt avec les années. Voilà, j'ai pas envie de passer 10 minutes à regarder mon adversaire, me mettre la fessée du siècle parce que j'avais rien pour l'arrêter en main. Voilà, il y a d'autres trucs, des fois des comportements de joueurs que je n'ai pas trop appréciés, que ce soit en Angleterre ou en France. Et en fait, un jour, je suis rentré d'un tournoi et j'ai dit j'arrête. Voilà. Ce qui nous a amené à l'Orcana, évidemment. Eh oui, bien sûr. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous a amené directement à découvrir et à jouer à l'Orcana? Est-ce que c'était, je sais pas, le fait de collectionner l'univers de Disney, de jouer à un nouveau jeu, un nouveau TCG, ou du coup c'est Tom qui t'a motivé, Revan, ou l'inverse, Revan qui a motivé Tom? Moi c'est Tom. Il m'a mis Card Market devant moi et il m'a dit vas-y. Et puis j'ai acheté. Voilà. Esprit faible. Parce que mais totalement. Non, mais en fait moi du coup j'étais Yu-Gi-Oh! Et je voulais pas faire deux TCG. Comment dire, je voulais pas faire deux TCG en même temps parce que ça coûte cher. Et j'avais raté le coche pour commencer l'Orcana, parce que j'ai commencé fin chapitre 3, je crois. En fait, j'étais pas dedans plus que ça. Pourtant, je suis fan de Disney. Voilà, depuis que je suis petit, Disney, c'est un peu mon dada, si je puis dire. Que ce soit le Disneyland Paris, les films, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui était racheté, enfin voilà, c'est vraiment un univers que j'apprécie et qui me parle vraiment beaucoup. Et donc Tom m'a fait jouer à l'Orcana, donc venant d'un autre TCG, j'ai vite pris le pli. Et en fait, j'ai juste kiffé, et puis voilà, et ça a été. Mon porte-monnaie n'a pas apprécié. Oui, voilà, en fait, moi j'ai commencé l'Orcana. Fin du set 1, j'avais juste pris les decks de démarrage. J'avais déjà arrêté Yu-Gi-Oh! Globalement. Je jouais de temps en temps avec toi, Ervan, mais ça s'arrêtait là. Donc j'ai commencé fin du set 1 avec les decks de démarrage. J'avais pas réussi à avoir de display et j'avais pris le jeu, on va dire, j'avais raccroché le wagon au niveau du set 2. J'avais pris des displays. J'avais commencé la chaîne YouTube à ce moment-là en solo. Voilà, parce que je trouvais ça, fallait que je trouve une petite activité en plus à faire le soir, fallait que je m'occupe, et je trouvais ça cool de pouvoir faire un peu de YouTube tout en jouant à l'Orcana. Et puis c'est en venant chez toi, j'ai ramené des decks, on a joué, t'as kiffé, je t'ai dit tiens, tu peux te payer ce deck là pour pas trop cher, c'était Ruby Améthyste à l'époque. Et que tu joues toujours. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Je t'ai proposé à venir sur la chaîne. Et puis c'est comme ça que maintenant la chaîne c'est Tom et Revan. Et voilà, on est à fond. C'est ça. D'accord, sympa. Donc on comprend mieux votre création de chaîne suite à cette rencontre d'enfance, découverte des jeux, tout ça. C'est très sympa, c'est cool d'en apprendre plus. Et quels sont vos expériences ou les résultats dont vous êtes le plus fier dans l'Orcana, qui vous ont laissé un souvenir marquant,
que ce soit dans des gros tournois, dans des petits tournois boutiques, vraiment dans ces différents contextes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ont marqué? Moi, mon plus gros, enfin, j'ai pas fait des gros tournois. Il y a qu'un seul tournoi où j'ai un peu perfé, c'était la première édition à Vernon de l'Assaut des Gobelins. J'avais fait top 16 sur, je sais plus combien on était peut-être 200 joueurs, je sais plus. Ouais, à peu près. Je crois qu'on est à peu près 200 joueurs. C'est la seule fois où j'ai vraiment perf lors d'un tournoi. Et je jouais vert gris à l'époque, du 7-3. Et sinon, l'expérience qui me rend le plus fier dans l'Orcana, c'est à chaque fois qu'on va faire nos tournois de 7 en boutique, ou quand on était allé au Lorca Quest, il y a toujours des gens super gentils qui viennent nous voir, qui toujours un compliment, toujours un mot sympa pour nous dire ce qu'on fait sur la chaîne, que c'est cool, etc. Donc ça, ça fait toujours plaisir. On passe toujours un bon moment à discuter un peu avec tout le monde, et ça c'est top. C'est vraiment ça que je retiens le plus. Oui, je te rejoins un peu sur tout, hein. La chose dont je suis le plus fier, je dirais quand même la chaîne. Ouais. Parce que clairement, on arrive de nulle part. Et on se dit, parce qu'à la base, il faut savoir qu'on s'était lancé là-dedans parce que la vie a fait que nos chemins se sont éloignés géographiquement. Ouais. Voilà. Et que c'était l'occasion de continuer à faire des choses ensemble. Et au final, on s'est pris au jeu et maintenant, on est vraiment à fond dans la chaîne, donc ça c'est plutôt cool. Et puis parce que tu disais effectivement le fait d'avoir de la reconnaissance et de la bienveillance de la part des joueurs ou pas forcément des joueurs qui nous regardent, petit cœur. Et ça fait toujours plaisir, même si voilà on s'y habitue pas, hein. À chaque fois, je suis étonné que les gens. On est qu'au tout début. Oui, voilà, mais même, c'est un sentiment étrange, mais appréciable. D'accord. Et d'ailleurs, c'était un peu comme ça qu'on s'était rencontrés la première fois. J'avais fait le Lorcana D, et je pense entre des rounds, j'étais allé prendre un petit café vers l'endroit où ils vendaient tous les goodies, enfin toutes les babioles Lorcana. Et je t'avais croisé et j'étais allé te voir, et puis j'avais discuté un petit peu avec toi, un petit peu de l'organisation, de ton match, comment ça se passait. Puis on avait un petit peu papoté ensemble comme ça. Donc je comprends le plaisir que vous aviez de rencontrer des personnes durant ces événements. Et pouvez-vous me dire quels sont vos decks préférés, en tout cas jusqu'à présent, et les mécaniques de jeu que vous aimez bien jouer avec l'Orcana? Alors, comme je l'ai dit juste avant, je joue toujours violet-rouge. Donc violet-rouge, j'adore. La mécanique du band, c'est quelque chose que j'adore, ça me parle. Et donc du coup, j'arrive très bien à bounce mes personnages. Alors quand je dis bounce, je parle vraiment de la bounce Mime Merlin. Enfin, surtout Mime qui fait bounce au final, parce qu'il y a d'autres bounce évidemment dans le jeu. Mais c'est vraiment ce côté-là du jeu qui me permet de recycler mes ressources et aller les rechercher. Ça, j'aime bien. Et je me suis découvert aussi dans le précédent chapitre grand fan du bleu-rouge. Voilà. Donc j'aime le rouge, apparemment. Le contrôle, c'est mon truc. Et voilà. Donc, la destruction. Voilà. En même temps, il y a soyez prête. Je peux pas jouer une autre couleur, tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est mes couleurs que j'aime bien. Moi, mon deck préféré, celui que j'ai peut-être le plus joué depuis le début de l'Orcana, ça reste quand même Steelsong. Steelsong et Vert-Gris quand même, c'est les deux decks que j'ai le plus joué, mais si je devais en choisir qu'un seul, je pense que je choisirais Steelsong, parce que j'adore sa mécanique de jeu de mélomane, le fait de pouvoir chanter des chansons avec des personnages qui n'ont pas forcément le coup nécessaire pour chanter la chanson, donc de pouvoir le faire en avance. Je trouve ça très très cool, donc voilà, si j'avais un deck à retenir, ce serait Steelsong et la mécanique de jeu mélomane, je trouve ça très, très sympa. Oui, c'est vrai, je confirme un petit peu, c'est vraiment une mécanique très sympa, cette mécanique de chanson, et je trouve que c'est vraiment un petit peu typique à l'Orcana,
et le monde de Disney, d'avoir utilisé en fait les chansons de Disney et en avoir fait une mécanique de jeu. C'était très bien d'avoir trouvé cette idée. Voilà. Et une autre question, si vous deviez choisir une seule encre à Lorcana, ce serait laquelle? Quand je dis choisir une seule encre, c'est votre couleur en fait que vous préférez en fait dans Lorcana, c'est-à-dire vous pouvez pas construire un deck sans utiliser cette encre-là. Même si avec les réponses d'avant, je sais que Revan, ça tournera autour du rouge, je présume. Alors c'est un peu dur comme question, mais Je suis moi... obligé de répondre rouge maintenant. T'es obligé de Du coup. répondre. T'as déjà répondu, toi. Moi, je pense que ça serait gris, parce que c'est peut-être les decks avec lesquels j'ai le plus joué, comme je disais, Steel Song ou vert gris. À chaque fois, il y a du gris. Donc, j'aime bien cette couleur. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont très stylés, des cartes vraiment sympas, et ça met des dommages sur le board. J'aime bien cette mécanique, et ils ont des... Ouais, ils sont assez costauds, quoi. J'aime bien. Bah moi le rouge, hein, parce que j'aime bien tout brûler. Voilà. Non, j'aime bien le côté contrôle. Parce que c'est quand même, faut savoir le gérer. Et c'est pas forcément évident non plus. Hein. Des fois, le brawl, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'attends un tour, enfin, c'est vrai, des micro-décisions comme ça qui sont très importantes, surtout dans le bleu-rouge. Et voilà. Donc du coup voilà, je dirais rouge. Voilà. Plus de scars aussi, s'il vous plaît. De bons scars. Des scars utiles. Ouais, parce que celui-là, il est beau, mais il est pas très utile. Ouais. Non, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un petit truc. Tom et Revan, si vous deviez me citer vos 3 cartes favorites, je sais que c'est pas une question facile comme ça, surtout quand on n'a pas pris le temps d'y répondre, de réfléchir à la question. Puis il y a tellement de cartes, voilà, donc je sais pas, celles qui vous viennent à l'esprit, voilà, ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à me dire. Il y en a une, Alors, tu l'as citée tout à l'heure. Ouais, mais c'est biaisé, en fait, parce qu'il y a 3 cartes favorites, mais de quel point de vue? 3 cartes favorites d'un point de vue design ou d'un point de vue effet? Tu peux faire un mix des deux. Une carte pour le design, une carte pour... T'en as 3. Bon, déjà, soyez prêtes, hein, c'est une carte que j'adore, d'ailleurs, qui aurait mérité une petite enchantée. Hein, si un jour si on m'écoute, hein, voilà, Ravensburger, c'est gratuit. Alternative art. Je vous donne l'idée. Donc ouais, il y a celle-là. J'aime beaucoup pour son effet évidemment le Merlin Lapin. Je trouve que c'est une très bonne carte. Et récemment, hein, qui vient tout juste de sortir, je dirais le Maui Shark en fait, qui est une tuerie. Ouais. Qui est une tuerie. Le design de la carte aussi, le fait ce qu'elle fait en jeu est vraiment sympa. C'est bien une carte qui est très bien designée. Ouais. Moi de mon côté, je t'avoue que j'ai pas trop pensé à ça. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est vraiment pas ça. S'il y a une carte moi que j'aime beaucoup, c'est au niveau de son design de jeu, c'est la Ursula légendaire qui chante 2 fois les chansons d'un coup de 3 ou moins. Je trouve que celle-ci, elle apporte quelque chose au jeu qui est vraiment sympa. C'est toujours une menace sur le board. Ouais, le fait qu'elle puisse chanter double, ça ouvre des perspectives en jeu. J'aime beaucoup le gameplay de cette carte-là. Donc je pourrais la mettre. Pareil, c'est toujours lié un peu aux chansons, hein, de toute façon. J'aime bien le Prince Naveen, du coup. Le Prince Naveen côté ambre qui permet de jouer une chanson directement quand il arrive en jeu. Et en plus, il a Meloman 6. Ça permet d'accélérer le jeu, de le rendre un peu, peut-être, on va dire, inattendu aussi. Ça peut créer une surprise, donc j'aime bien ça. Et puis une dernière, je sais pas. J'ai beaucoup joué le Robin des Bois Alter, le légendaire, là, qui est sympa. J'aime bien cette carte-là, du fait ce qu'elle fait sur le board. Je trouve que c'est bien. Donc, ouais, je mettrais bien en troisième ce Robin des Bois. Ouais. Moi, je mettrais juste une petite mention spéciale à Bucky. Voilà. Voilà, ne l'oublions pas. Rip. Petit écureuil parti trop tôt.
Et oui, tu parlais du Robin et voilà, c'est pour ça que je voulais parler. Je posais la question, pardon, du fait de est-ce que pour le design ou pour l'effet, mais je trouve parce que je suis en train de les rechercher, le Robin enchanté et le Picsou sont absolument magnifiques. Ouais. Donc le chapitre 3 et elles sont, je les trouve absolument magnifiques, mais ça n'en change rien le fait que les effets du Robin aussi est très bien. Ok, merci pour le développement de cette question. C'est très sympa de vous entendre papoter entre vous, me répondre, donner des informations. C'est top. Et c'est ce qui me fait plaisir en fait dans le fait d'inviter des personnes pour faire ces petites interviews. C'est pas forcément moi qui dois être mis en valeur, pas du tout. C'est vraiment les invités, vous parler, ne soyez pas gênés de parler même trop longtemps. Vous avez l'impression de trop parler. J'ai eu des personnes, je fais un petit coucou à Dodan qui adore parler et c'est génial, hein, c'est génial. J'étais très content de faire la petite vidéo avec lui parce que voilà, comme je dis, c'est pas moi qui dois être mis en avant, c'est vraiment de vous mettre en avant et d'en savoir plus sur vous, sur le jeu, et que les personnes qui regardent cette vidéo, soit directement en mode vidéo ou en podcast, puissent avoir le maximum d'informations sur vous et de vous découvrir un petit peu au travers de ces vidéos. Donc voilà, je vous remercie, c'est très bien. Continuez comme ça, n'hésitez pas en tout cas à développer. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes plus des joueurs un peu créateurs de decks ou plutôt méta vous préférez garder des decks compétitifs plutôt que d'essayer de construire des decks un petit peu exotiques pour les rendre plus forts et pour le plaisir de jouer des choses différentes et de surprendre? Moi, je suis clairement à vouloir jouer plus méta et à m'amuser à jouer des decks méta et à m'améliorer plutôt que à créer des decks fun qui seront moins forts. Voilà. Je prends plus mon pied, on va dire, à écraser les autres, oui, on a compris. J'irai pas écraser les autres, mais je trouve plus d'intérêt à jouer correctement au jeu plutôt que de faire un deck, je sais pas, Riri Fifi Loulou, tu vois. Je vais rebondir sur ton à jouer correctement au jeu, c'est ça que t'as dit? Bah. C'est pas parce que tu crées un deck fun que tu joues pas correctement au jeu. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est plutôt quand tu crées un deck fun, t'as pas l'ambition de gagner des games. Et souvent, quand tu te fais rouler dessus, tu prends moins de plaisir que quand t'arrives à gagner tes games parce que t'as bien build ton deck et que tu joues bien. Tu vois. Pour ma part, alors évidemment, pareil, j'aime bien gagner, donc évidemment, je vais plutôt jouer un deck méta. Mais aussi parce que j'ai plus de temps libre que toi, je me permets d'essayer de construire des decks et d'essayer des trucs un petit peu rigolos, tu vois. Mais parce que j'ai le temps qui me le permet. Peut-être que j'aurai moins de temps, je me focuserai que sur le côté méta, effectivement. Voilà. Moi, je cherche toujours désespérément à rendre viable Maximus, voilà. Qui, je le rappelle, fait gagner 2 de l'or si on a un personnage avec 5 d'attaque à la fin du tour, ou 5 de l'or si on a un personnage avec 10 d'attaque à la fin du tour. Voilà. Ah, le fameux Maximus, mais le problème, il reste toujours un petit peu sur la touche, lui, hein, pour l'instant. Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être dans les futurs sets, hein. On verra bien. Ou en tout cas, on peut toujours tenter de le jouer, mais c'est vrai qu'il est pas facile, hein. Ça marche pas tout le temps, son histoire. Et pouvez-vous me dire ce que vous aimez ou n'aimez pas dans l'Orcana? Et vraiment, dans l'Orcana, je parle de tout, du jeu, des mécaniques, de l'environnement, des gens, des joueurs, un petit peu... voilà, tout ce que vous voulez me dire par rapport à ça. Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas dans l'Orcana. Voilà. Et je trouve que ce soit le jeu, les joueurs et les gens qui s'y intéressent de manière générale, je n'ai jamais ressenti à un moment donné l'envie d'arrêter ou de partir d'un endroit parce que l'ambiance, l'atmosphère n'était pas là. Je suis allé au LCQ,
j'ai perdu. Voilà. J'aurais pu prendre mon sac, rentrer, et au final, les gens étaient tellement sympas, on a tellement bien rigolé, même dans la défaite. Et les adversaires sont plutôt humbles. En général, il n'y a personne qui dit non, mais t'es nul. Même s'il y a toujours des petits... ou à l'inverse, quand on gagne, le fameux non, mais t'as eu de la chance. Ouais. Ça, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, parce que, évidemment, c'est Évidemment. parfait. Mais je me répète, mais pour avoir fait Yu-Gi-Oh! Juste avant, c'est un autre monde. C'est carrément plus bon enfant. Après, quand on monte au niveau un peu plus top des challenges et tout comme ça, évidemment, là, c'est sérieux. On a comment dire? Il y a Il y a de l'enjeu. la récompense, c'est la clé. Voilà, il y a de l'enjeu, merci. Et évidemment, ça devient un peu plus compétitif, sérieux compétitif. Et c'est ça aussi qui est bien dans l'Orcana, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Donc, du coup, il n'y a pas grand-chose que t'aimes pas. Non, perdre, j'aime pas perdre. Mais voilà. C'est vrai que j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas. Je dirais peut-être que ça fait un moment maintenant que la méta est restée un peu sur les mêmes decks, même s'il y a une méta très diversifiée avec plein de decks viables, mais on voit les associations de couleurs et les cartes, on voit souvent les mêmes. Peut-être que d'un set à l'autre, il n'y a pas assez de chamboulement, je dirais. C'est peut-être la petite chose que je dirais qui serait bien de changer, mais je pense que ça va venir avec les futurs sets et les futures mécaniques de jeu. Donc je dirais que là on arrive à un point où le jeu a besoin de se renouveler et d'ajouter des nouvelles choses. Sur les choses que j'aime, bah, tu l'as très bien dit, hein, c'est la communauté, le jeu qui est facile à apprendre, facile à prendre en main, mais en même temps difficile à master, à être le meilleur. Et donc, pour arriver au plus haut de table lors des gros tournois, c'est évidemment très compliqué. Donc, il y a ça que j'aime bien dans le jeu. Les cartes sont belles. Le jeu en lui-même, les règles du jeu sont agréables à jouer. Pas comme Yu-Gi-Oh! Où, comme on dit, on attend 10 ans que l'adversaire ait fini son tour. Donc ça, c'est évidemment ce que j'aime aussi dans l'Orcana. Big up quand il est à Ravensburger, parce qu'à chaque fois qu'ils font un event, ils le font pas à moitié. Enfin, je veux dire, le LCQ, c'était magique. On avait l'impression d'être à Disney, dans le parc, alors que on était juste dans l'hôtel d'à côté. Mais l'hôtel fait qu'il y avait de la magie, mais à chaque fois que Ravensburger met les petits plats dans les grands, ça donne un résultat vraiment sympa, quoi. Ce qu'a réussi à faire Ravensburger sur la première année de l'Orcana, en termes de circuit compétitif, de récompenses, etc., et de tout, en fait, tout ce qui a été mis autour de ça, et aussi dans les boutiques, c'est assez exceptionnel. Il y a des jeux de cartes qui réussissent à faire ça, mais plusieurs années après le lancement du jeu. Là, c'est vraiment fort ce qu'a fait Ravensburger. Après, ils ont aussi... leur force, je pense, a été de... justement, ce que tu disais, il y en a, ils ont mis des années à faire ça, à trouver la bonne recette. Ouais. Une bonne formule, oui. Pareil. et au final, ils ont eu l'intelligence de voir comment ça se faisait et de pas se dire, on va faire notre truc et voir comment ça marche. Ils se sont direct lancés avec les bons inputs, quoi. Ouais. Donc en fait, vous avez déjà répondu presque à ma prochaine question sur le fait de est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à jouer à l'Orcana et vous pensez toujours continuer de jouer à ce jeu. Je pense que oui, mais je vous laisse répondre à la question. Évidemment, on va continuer à jouer à l'Orcana, on va continuer aussi la chaîne, puisque c'est quelque chose qu'on aime faire. Ça nous permet aussi à nous deux de faire des choses ensemble. Donc ça, c'est très cool. Il y a une période où on se parlait presque un peu moins, et parce qu'on était, comme tu dis, éloignés géographiquement. Maintenant, on se parle tous les jours. Et ça, c'est trop bien. Donc...
Donc oui, évidemment, on va continuer à sortir des vidéos sur la chaîne, à faire des lives aussi avec notre team des Illuminers Legacy. On va continuer tout ça et avec beaucoup de plaisir. Et bah de même. je peux rien ajouter à ça, c'est parfait. Et du coup, je vais juste répondre simplement et humblement. Oui, je vais continuer de jouer à l'Orcana. J'ai même prévu de jouer plus. Parce que je manque de pratique, en fait. C'est ça aussi le souci. C'est que si on veut s'améliorer, en tout cas, à un jeu TCG, pas forcément à l'Orcana, et en fait, la pratique régulière a une grande place dans le jeu. Bon, dis donc, Grévan, tu devances toutes mes petites questions d'ailleurs. Parce qu'en fait, là, c'était faut-il avoir une psychologie particulière, voire innée, pour être bon joueur à l'Orcana ou dans les TCG en général, ou c'est là où tu as un petit peu répondu, où la pratique du jeu de façon régulière suffirait pour progresser. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à développer. Alors, non, je dirais pas que la pratique régulière de jeu suffit, même si elle aide beaucoup. Il y a des concepts, des mécaniques à apprivoiser, qui s'apprivoisent, c'est pas tout s'apprend. Parce que tout le monde commence quelque part, donc on n'est pas en se disant mon enfant est un prodige de l'Orcana ou de Yu-Gi-Oh! Voilà, il a l'âme des cartes, ça se voit, et il va tout déchirer. Non, ça s'apprend. Il faut être, je pense, avoir un grand esprit analytique pour savoir se retrouver dans toutes les situations, gérer son stress. Surtout, ça en game, c'est la clé. Faut pas jouer trop vite et bien réfléchir à tous ses coups. Mais jouer. Et il n'y a pas de secret. C'est comme un sport. Il faut pratiquer pour s'améliorer. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'il faut une psychologie particulière? Je dirais non, même s'il y a va y avoir des joueurs qui auront plus de facilité que d'autres, mais je pense que ça fait partie principalement de leur background, des autres jeux qu'ils ont pu jouer avant. Et par contre, oui, effectivement, c'est la pratique régulière. Le fait aussi de se remettre en question, de jouer avec d'autres joueurs qui ont aussi un bon niveau. Voilà, c'est ça qui fait qu'on peut s'améliorer à l'Orcana. Et donc, il n'y a que avec de la pratique qu'on y arrive, quoi. Est-ce que vous avez des conseils ou des petits secrets, des astuces pour progresser à l'Orcana par rapport à votre expérience de créateur de contenu et de joueur? Est-ce qu'il y aurait des conseils pour les débutants, même les joueurs confirmés, vraiment, je pense qu'à tout niveau, on a toujours besoin d'apprendre des petites choses ou des petits rappels, même si ça semble peut-être évident. Voilà, ne soyez pas trop humble, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez. Pour les joueurs confirmés, je pense qu'on n'a pas forcément la prétention de pouvoir leur donner particulièrement des avis, des conseils, parce qu'on n'est pas non plus des joueurs exceptionnels. On est moins bon qu'eux, alors qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, tu vois? Mais par contre, oui, aux débutants, moi, le conseil que je pourrais leur donner, comme on l'a dit, c'est de pratiquer, évidemment, de pratiquer en boutique avec des joueurs différents, quand on perd une partie ou quand on gagne une partie, pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai réussi, quels ont été les moves un peu clés de la partie, et une chose tout bête, c'est quand on est un joueur débutant et qu'on n'a pas forcément non plus énormément de temps pour jouer, ce n'est pas un problème de prendre une decklist de quelqu'un qui a topé lors d'un tournoi. Ça peut être très très bien de récupérer une decklist qui a topé, de se l'approprier, de jouer beaucoup avec, pour la comprendre déjà, et de s'entraîner avec, avant de finalement vouloir créer son propre deck. Parce que quand on va vouloir créer son propre deck, on va penser qu'une carte est forte, alors qu'en fait, elle n'est pas si bonne que ça. Et c'est là qu'on fait des decks moyens et qu'on peut perdre en tournoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à récupérer des decklists contopés ou de gens qui font des super vidéos sur YouTube, évidemment. Évidemment, il n'y a pas que nous, il y en a plein d'autres qui font ça et qui le font très bien. Donc n'hésitez pas...
si vous êtes débutant, à faire ça. Ça va énormément vous aider à vous améliorer et à comprendre les meilleures mécaniques de jeu dans l'Arcana. Eh bien oui, tu as tout dit. Tu m'as même piqué la blague des vidéos, donc du coup je ne peux plus rien dire. Mais non. Non, ben c'est... Faut pas hésiter à regarder des tutos, des vidéos. De toute façon, c'est comme tout. Allez dans les magasins. Je sais que ça peut être intimidant d'aller dans des magasins. On se sent pas forcément à sa place. Il y a déjà des gens qui se connaissent. On débarque un peu de nulle part. Mais encore une fois, moi par exemple, le premier... quand j'ai commencé à retourner dans les magasins, je vous avoue que j'angoisse facilement. Et j'angoissais, du coup, à l'idée d'y retourner. Et au fur et à mesure, au final, d'y aller, en fait, on apprend à connaître les gens et on y va le cœur léger après. Et déjà, y aller le cœur léger, ça influe sur votre façon de jouer. Parce que vous stressez pas à comment ils vont percevoir mon jeu, mes actions, tout, voilà. Il faut vraiment jouer pour soi et il faut se faire plaisir. Ça, c'est important. Surtout quand on est joueur débutant, faut pas se mettre une pression de fou. Et après, si on veut se monter, évidemment, là, on peut aller dans peut-être des magasins où on sait qu'il y a des joueurs un peu plus du haut du panier, voilà. Moi, je pense surtout à Paris, parce qu'au final, il y a tellement de magasins, c'est facile d'aller dans d'autres endroits un peu moins challenger, disons. Et des fois, juste jouer pour passer un bon moment aussi. C'est très bien. Comment vous vous préparez mentalement avant un tournoi? Est-ce que vous y allez relax, détendu, ou c'est un petit peu le stress la veille, le matin du tournoi, c'est un petit peu la panique? C'est quoi un petit peu votre vision pour vous préparer un petit peu mentalement? J'y vais, mais mentalement, je suis loin. Relax, détendu, pas du tout. Et zen, absolument pas. Non, alors moi, personnellement, je me mets une énorme pression. Et je devrais pas, je le sais. Et Tom ne fait que de me répéter qu'il faut que j'arrête de me mettre une pression pour tout et n'importe quoi. Mais c'est compliqué, voilà, quand on a j'allais dire des soucis, c'est pas vraiment des soucis, mais voilà, quand c'est le ressenti, je me mets énormément de pression parce que je veux du résultat. Quand je vais à un gros tournoi, évidemment, les petits tournois, je me mets pas trop de pression, j'y vais pour passer un bon moment. Mais quand c'est des gros tournois, en fait, je me mets une énorme pression et c'est très dur. J'ai commencé à ne pas jouer la veille d'un tournoi. Je me suis mis cette petite règle-là en place parce que c'est le meilleur moyen de faire les mauvaises décisions et de faire des changements de dernière minute. Donc en général, la veille d'un tournoi, c'est relax, c'est plateau télé, cinéma, boire un verre, pas trop parce qu'il faut assurer le lendemain. Et voilà, mais il faut être détendu. Moi justement, je suis de nature relativement calme et on va dire plus détendu. Donc moi quand je vais à un tournoi, je me dis si je perf tant mieux, si je perf pas c'est pas grave, j'aurais quand même passé un bon moment avec les gens de la communauté, donc je me dis que dans tous les cas j'aurais passé un bon moment. Donc c'est pour ça je me mets pas du tout la pression. Après évidemment quand on commence à faire du bon résultat dans le tournoi et que le prochain match c'est celui qui te permet, je sais pas moi, de gagner le tapis lors des tournois de 7 ou d'accrocher le top lors d'un gros tournoi, évidemment là je commence à stresser, mais c'est de la bonne pression quoi. Mais voilà mon état d'esprit quand j'arrive à un tournoi. Et c'est quoi les erreurs courantes que vous voyez chez les débutants ou même sur des joueurs moyens, des petites choses que vous repérez et qu'il faudrait que les gens fassent attention ou améliorent? Les erreurs, pour les joueurs débutants, comme je disais, il y a beaucoup de joueurs débutants qui essaient de créer leur propre deck alors qu'ils ne jouent pas forcément beaucoup. J'en ai déjà parlé, je pense que c'est bien de prendre des listes qui ont bien perfé pour des joueurs débutants et de s'entraîner avec ça. Après,
tout simplement, avant de commencer à jouer ses propres cartes, de vraiment réfléchir au tour qu'on va faire et dans quel ordre. C'est simple à dire, mais des fois on se rend compte que et finalement il me reste 2 encres de redresser, j'aurais pu jouer telle ou telle carte, je sais pas, ce genre de choses. Donc voilà, et de piocher un maximum avant de faire ses moves. Donc si on a la possibilité de piocher avant d'ancrer ou avant de jouer une carte, évidemment c'est ce qu'il faut faire. Ouais, je suis d'accord. En fait, il y a toujours il y a ce fameux mantra, si je puis dire, qui est de la pioche en début de tour et après on voit ce qu'on fait. Mais tant qu'on peut ajouter des possibilités à sa main, il faut le faire pour voir quel est le meilleur chemin possible. Ouais. Après, alors, chez les débutants, en général, ce que je vois comme erreur, c'est des oublis d'effets. Je suis allé à un endroit, un nouveau magasin. Voilà, j'ai pris mon courage à deux mains pour aller dans un endroit où je connaissais personne. Et du coup, il y avait des joueurs débutants. Et il y avait un joueur qui devait commencer, ça fait quelques semaines qu'il était dedans. Et il avait le Chromicon d'émeraude, vert, émeraude. Oui. Je connais pas mes pierres précieuses. Et en fait, il oubliait des effets. Donc voilà, après, en fin de game, moi j'aime bien, si je voyais des choses qui auraient pu être améliorées, et ça aussi j'aime bien qu'on me le fasse, si jamais il y a un truc que j'ai mal fait ou que j'ai raté, il faut en discuter. Ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est un peu pourquoi j'ai perdu, pourquoi mon adversaire qui était derrière a réussi à me rattraper et à me dépasser en lore. Ça, c'est une chose qui est importante à faire. Et les erreurs que je fais encore, c'est jouer trop vite. Voilà. Moi, c'est mon gros point noir. C'est que je réfléchis pendant le tour de l'adversaire à ce que je vais faire avec les infos que j'ai à ce moment-là. Et je vais piocher ma carte de début de tour, mais je vais pas l'inclure dans l'équation. Et alors que des fois, ça peut tout changer et pour le mieux. Et ça, c'est un de mes gros soucis. Après, quand je joue vraiment lentement, je joue vraiment lentement. On pourrait croire que je joue à l'horloge, qui n'est pas du tout le cas. C'est juste que si je commence à jouer très, très lentement, c'est que je réfléchis beaucoup. Et ça, c'est un défaut en soi parce que on veut pas jouer à la cloque. Ça peut être très mal perçu par le joueur adverse ou par les judges. Donc voilà, il faut trouver un bon compromis sur tout ça. Ouais, il y a une dernière chose aussi que je vois souvent, et ça me le fait aussi par moment, c'est que des fois, quand on est en avance sur le lore par rapport à l'adversaire, et qu'on a un peu de board, et que l'adversaire aussi, si on est en avance, faut partir à l'aventure, faut faire la course. C'est à l'adversaire de nous trade, c'est pas à nous d'aller gérer son board. Et il y a ce truc de bien comprendre qui est l'agresseur et qui est celui qui doit partir courir devant, quoi. Et donc voilà, c'est ça. C'est des fois on perd des parties alors qu'on avait tout simplement à partir à l'aventure, et l'adversaire, ça le met dans une situation plus compliquée parce qu'il va devoir faire les trades et donc perdre aussi ses personnages en faisant les défis. Et nous, on aura gagné du lore. Donc il y a aussi cette chose à faire attention. Le fait de trade les personnages adverses, c'est pas toujours la bonne solution. Donc c'est aussi peut-être une erreur qu'on voit chez les débutants. D'accord, merci pour vos réponses là. Et comment vous arrivez à trouver le temps pour vous entraîner entre l'organisation de votre vie du quotidien et vos autres activités? Vous vous arrangez comment? Vous organisez comment? Et est-ce que vous jouez vraiment assez? Moi, j'ai la chance, enfin, si on peut dire, de ne pas avoir d'enfant. Du coup, j'ai beaucoup de temps. Voilà, mon travail peut aussi me prendre du temps, mais j'arrive à avoir à au moins jouer une fois par semaine, que ce soit en physique ou dans les lives.
donc les F des Illumineurs avec la team. Voilà, on se retrouve 1 à 2 fois la semaine pour jouer en remote. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, il y a des logiciels dont je nommerai pas là, parce que je suis pas sûr qu'on a le droit d'en parler sur les réseaux, qui permettent de jouer en ligne. Et du coup, je joue aussi là-dessus. Voilà, quand c'est pas du live ou je sais pas de réseau. J'étais sur Pixelborn avant, après sa fermeture et l'ouverture de Pixelborn Connect. J'ai toujours fait chou blanc pour trouver les adversaires. C'était genre 5 minutes d'attente et toujours personne. C'était un peu chiant. Du coup, j'ai un peu arrêté Pixelborn Connect, mais je trouvais que c'était un bon logiciel pour pouvoir progresser en jouant avec ses cartes, parce que même si on a un logiciel qui permet de simuler les duels, il n'y a rien de mieux que de jouer avec ses cartes en physique pour avoir même des réflexes, si je puis dire, qu'on pourrait pas avoir en jouant sur une version digitale. Comme tu dis, hein, moi j'ai un peu moins de temps que toi pour jouer. En gros, avant 20h30, pour moi, tous les jours, c'est un peu compliqué de pouvoir jouer à l'Orcana. Que ce soit la semaine ou le week-end. Mais globalement, oui, je joue le soir, que ce soit en remote, avec les gars de la team, avec toi, ou les gars du Havre. Et quand il y a les tournois, les gros tournois et les tournois de 7, j'essaie d'en faire aussi. Et sinon, comme tu dis, je fais du logiciel avec mon petit PC portable allongé dans le canapé quand j'ai envie de m'entraîner un peu sur un deck. Je fais de toute façon, quand on présente un deck, généralement quand on fait une présentation de deck sur la chaîne, c'est parce qu'on l'a joué, c'est parce qu'on l'a testé, et on fait à peu près entre 10 et 20 games minimum, je dirais, à peu près, pour s'entraîner avec le deck avant d'en parler. Et voilà, c'est à peu près comme ça qu'on joue et qu'on s'entraîne. Au final, faire des vidéos nous permet de nous entraîner, et ça c'est cool aussi. C'est ça, ouais, effectivement. Par contre, on fait pas particulièrement de bootcamp ou de choses comme ça. Non, c'est pas des choses. On n'a pas vocation à être hyper compétitif. On aimerait bien, mais faut avoir le temps pour ça, et c'est pas toujours évident. Est-ce que vous pensez que l'Orcana a un bon équilibre entre la stratégie et la chance? En fait, souvent, beaucoup de gens critiquent ce côté aléatoire du jeu, mais est-ce qu'au final, vous pensez que c'est quand même bien équilibré? Moi, je trouve que l'Orcana donne la part belle aux joueurs qui jouent bien, puisque chaque action est une décision. À chaque fois qu'on va ancrer une carte, à chaque fois qu'on va vouloir incliner un personnage, que ce soit pour faire un trade, partir à l'aventure ou le laisser redresser, c'est une décision. Et donc, je trouve que la stratégie a une place très importante. Après, évidemment, c'est un jeu de cartes, donc on pioche la carte du dessus de notre deck. Il y a aussi cette part de chance, mais je trouve qu'elle est quand même bien atténuée par le fait de bien jouer. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de chance dans un TCG, ça serait mentir. Ouais. La chance, c'est une partie intégrante du jeu. La stratégie l'est aussi. Je pense que 70% de ta game ou de ta victoire ou de ta défaite, elle est liée à tes décisions. Oui. Ça peut être aussi lié à la main de l'adversaire, qui peut avoir une meilleure chance que toi. On peut avoir tous les deux de la chance. Ou après, il y a le deck qui te chie dessus, et ça, c'est un autre débat. Ah, 4 soyez prêts, super, let's go. Tour 2. Mais du coup, est-ce que il y a le mulligan. Le mulligan est très très important. Donc, oui. Et ça, c'est une chose qui est bien, parce que du coup, ça permet de rééquilibrer un petit peu le early game. Après, le mulligan, c'est pareil. C'est entre guillemets du hasard de ce que tu vas piocher. Maintenant, ce que tu as remis dans ton deck, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de le garder? En fait, c'est ça. Voilà. C'est tout. Est-ce que ce que tu as remis dans le deck, c'était une bonne décision? Donc en fonction du deck, de ce qu'il faut jouer, de ce que tu avais déjà en main, en fait, c'est ça aussi. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Du moment qu'on n'attend pas 10 minutes pour commencer son tour et ne pas se prendre 4
4 counters dans la tête Quatre alors qu'on joue interruptions. qu'une carte. Voilà, 4 interruptions. Moi, ça me va. Moi, je suis content. Non, je pense que l'Orcana, c'est un bon jeu. Voilà. Après, il a qu'un an. Hein. On verra bien avec... enfin, un petit peu plus. Oui. Mais on verra bien avec le temps ce que ça va donner. Il y a la fameuse question du est-ce qu'à un moment donné, ils vont faire comme Magic et ne plus mettre les premiers chapitres dans le mode compétitif. Faire une rotation, tu veux dire? Oui, voilà, une rotation. Est-ce qu'ils vont incorporer une banlist? Parce que pour l'instant, à part un petit écureuil qui s'est fait pocher dans la fleur de l'âge, il n'y a pas grand-chose. Et encore, c'était un errata, c'était même pas une banlist. Le fameux débat de la banlist, est-ce qu'on peut faire une banlist avec une seule carte, avec une seule couleur? Est-ce qu'il faut que tout le monde soit tapé en même temps? Est-ce qu'il faut un nombre de cartes équilibré? C'est un débat. C'est un débat et ça mériterait une vidéo à part entière, je pense. Ouais. L'équilibrage dans le jeu est pour le moment bien équilibré, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il faut tout ça? On sait pas. On n'a pas la réponse. Ouais, en effet, c'est un long débat et on pourrait en discuter longuement et faire une vidéo spécialement consacrée à ça. Tu as raison, Revan. Et quel est votre rêve ou objectif ultime dans l'Orcana, en tant que joueur de l'Orcana, où c'est vraiment juste le plaisir et sans prétention? Alors, il y a le plaisir, clairement. Après, alors mon objectif ultime a un petit peu changé ces derniers mois. Clairement, j'aimerais bien être dans les top 1, voilà, genre avoir ma place pour le World, tout ça. Je sais qu'il faut que Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est direct la place pour les Worlds. Genre, Ouais, il faut voir grand. Hein. Ouais. Attends. Faut y aller. Tu vas à un petit tournoi local avec pour objectif d'être au World. Voilà. C'est vrai. Non. Mais voilà, quitte à gagner, autant le faire. Quitte à vouloir gagner, autant le faire à fond. Sinon, je ne l'aurais que pour le plaisir tout le temps et la pression, je l'aurais jamais, tu vois. En plus d'être youtubeur, là, on organise notre propre tournoi et c'est quelque chose que j'affectionne énormément et que je me dis, pourquoi pas faire plus dans la création d'événements comme ça, gérer un petit peu des events, voilà, peut-être caster des tournois, voilà, être moins joueur, mais tout aussi impliqué dans l'univers de l'Orcana, en fait. Et ça, c'est vraiment... c'est un objectif qui s'est un petit peu dévoilé à travers ces derniers mois et qui me plaît beaucoup. Voilà, donc moi, j'aimerais bien me tourner vers ça. Mais toujours louer, évidemment, et essayer de perf, ça pas de changement pour ça. Moi, c'est pareil que toi. Moi, j'ai pas vocation, je pense pas, même si j'aimerais bien, à être un joueur hyper compétitif. Contrairement à toi, je veux dire, pour le coup. Mais à être hyper compétitif, à vouloir faire partie des tops lors d'un l'Orcana Challenge, de ce genre de choses. J'ai pas cet objectif parce que je sais que je n'ai pas le temps nécessaire pour le faire. Je sais tout simplement que j'ai pas le temps. En revanche, je suis très content de ce qu'on peut produire sur la chaîne et donc c'est moi quelque chose, c'est un objectif, c'est de pouvoir continuer, de gagner évidemment en abonnés, de faire finalement qu'on puisse faire partie, on va dire, de figures de créateurs de contenu français de l'Orcana, qu'on puisse quand on va à des rassemblements comme des tournois, de parler avec plein de gens différents, de s'amuser, de discuter, de rigoler et c'est moi mon principal objectif, c'est de continuer à faire ces choses-là et évidemment un objectif ça serait de pouvoir caster un gros événement comme un l'Orcana Challenge, comme des tournois européens. L'Orcana Challenge, c'est pas mal, ça sonne bien. Ça serait évidemment un objectif de fou, c'est quelque chose qu'on aimerait énormément faire. Mais voilà, il y a du chemin pour y arriver et on n'a pas la prétention de dire que ça arrivera, on ne sait pas. Mais c'est évidemment quelque chose qui nous ferait extrêmement plaisir et qu'on aimerait faire. Oui, c'est ça. En fait, pour l'instant, on fait vraiment... on avance petite pierre par petite pierre, on fait ce qu'on a envie, on fait ce qu'on aime
On n'a aucune pression, on n'a aucune ligne directrice, on fait vraiment au feeling et ça marche plutôt bien. On a des bons retours. Du coup, pour l'instant, sans que la barre elle reste droite, on avance comme ça et si jamais on peut avoir des opportunités comme le fameux tournoi qu'on organise, voilà, c'est nickel. Enfin, on l'a saisi et on regrette pas. Je vous souhaite que ça puisse avancer comme vous voulez et qu'un jour vous pourriez caster un tournoi, un grand tournoi et continuer à développer des événements autour de l'Orcana. Je vous le souhaite. Et quelle est l'anecdote ou les anecdotes les plus étranges, curieuses, étonnantes, négatives, je ne sais pas, qui vous est arrivé durant un tournoi de l'Orcana? Parce que je sais qu'en discutant avec différentes personnes, il y a toujours des gens qui vous racontent des histoires assez incroyables. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a tous eu des petites anecdotes. Je sais pas. Est-ce que j'ai eu quelque chose de bizarre lors d'une partie? Ah oui, au Lorca Quest, il s'était passé un truc un peu bizarre avec un adversaire. En gros, il mélangeait son deck avant la game 2 et il fait tomber des cartes. Donc je lui dis t'inquiète, ramasse tes cartes, tu recommences ton mulligan, tu mélanges, tu recommences, y a pas de souci. Donc il ramasse ses cartes, il mélange, il repioche ses cartes, et là il se dit il y a un problème. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et en fait il avait une couleur, une carte, une bagarre en fait, il avait bagarre dans son deck, alors qu'il jouait Steel Song. Oui, et là, ça marche pas. Non, du coup, une carte rouge dans un jaune gris, ça marchait pas, tu vois. Du coup, il me dit, il y a un problème et tout, je suis désolé et tout. Et en fait, la personne à côté de lui avait exactement les mêmes pochettes et il jouait un bleu-rouge, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et donc là, pataquès, ça a foutu le bordel avec la table d'à côté, nous aussi, enfin bref. Voilà, le juge est arrivé, ils ont réglé un peu à l'amiable le truc. Moi, je voulais pas embêter mon adversaire, je voulais pas essayer de gratter une manche ou une partie comme ça. Je lui ai dit, écoute, fais en sorte de retrouver tes cartes et de rendre les cartes à la personne à côté de toi, et puis on règle ça, quoi. Mais derrière, la personne à côté a quand même perdu une carte dans l'affaire. Il avait recompté ses cartes, il lui en manquait une, alors qu'il avait eu un deck. Putain. Il avait eu un deck check avant. Enfin bref, ça a été tout un micmac un peu compliqué. Mais voilà, c'est le truc un peu étrange qui m'est arrivé lors d'une partie de l'Orcana. Oui, mais jamais arrivé quelque chose comme ça, pour le coup. Mes parties ont toujours été posées, normales, bon déroulement. Une bonne anecdote, si je puis dire, c'est que c'était au Lorcana Challenge de Lille, le premier round. En fait, je joue contre quelqu'un et au final, c'est là où j'ai rencontré Val, qui est un des membres fondateurs de la team. Et du coup, je me suis dit, on a bien fait de venir parce que c'est quand même quelqu'un de génial et on s'amuse vraiment beaucoup avec lui et les autres membres de la team. Mais voilà, mais je me dis que si j'avais pas eu cette chance au pairing de tomber contre lui, on n'aurait peut-être pas de team, on n'aurait pas passé de si bons moments jusqu'alors et plein de projets qui arrivent aussi avec la team, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est une bonne anecdote. Et il y en a une deuxième aussi que là j'étais comme ça, un petit nuage. C'est LCQ que je commence à jouer. C'était le lendemain du LCQ, c'était le samedi. Je commence à jouer avec un pote ou machin. Et là, à ma gauche, j'entends une voix et je fais mais je connais cette voix et je tourne la tête. Et là, il y avait Earl Master qui était juste à côté de moi, posé en train de jouer. Et j'étais en mode oh salut. Et du coup, après, on a un peu parlé. Il est génial. J'étais super content. Alors Master, pour ceux qui ne savent pas, c'est un YouTuber anglais de l'Orcana. Voilà, j'aime beaucoup ses vidéos. Sympa cette petite rencontre avec Earl Meister. D'ailleurs, durant ce LCQ, on ne s'est pas croisés durant le LCQ. C'est bizarre, j'y ai participé, j'ai joué et voilà. Je ne sais même pas si je vous ai vu. Je ne crois pas, parce qu'autrement je serais passé dire un petit mot. Bref, et pour la petite anecdote aussi, j'attends toujours un interview avec Earl Meister qui devrait arriver, je l'espère, prochainement. En tout cas, qui m'avait promis
de le faire, mais comme il est pas mal occupé avec ses coachings et qu'il est un petit peu sollicité dans ce monde de l'Orcana en ce moment, voilà, le spécialiste du violet vert, hein, qui a coaché pas mal de joueurs et qui ont fait des petits résultats pour leur tournoi de cette boutique. Enfin bref. Ma prochaine question, c'est en fait, dans votre vie, il n'y a pas que l'Orcana et la création de contenu quand même. Donc quels sont vos autres centres d'intérêt, les passions que vous avez dans la vie en dehors de l'Orcana? Ou je sais pas, si vous voulez partager ce genre de choses, hein. Je suis très curieux et je pense que les internautes aussi qui regardent sont curieux. Mes passions dans la vie, j'adore voyager. Voilà, j'aime bien partir dans des pays lointains pour découvrir le monde, des cultures, des choses comme ça. J'adore les jeux vidéo aussi. Voilà. En même temps, je peux pas dire le contraire. Donc, ouais, non. Ouais, profiter un max. Écoute, à peu près pareil que toi, centre d'intérêt, j'adore tout ce qui touche à l'univers du jeu vidéo, même si en ce moment je joue beaucoup moins. J'ai mis 8 mois pour faire God of War Ragnarok. Mais non, effectivement, moi j'aime beaucoup les jeux vidéo. En soi, c'est une passion, hein. J'adore jouer. Et même si je joue moins aujourd'hui, j'adore toujours me tenir au courant aussi de tout ce qui se passe sur les sorties, les jeux s'ils sont bien, pas bien, comment ils sont, quoi. Voilà, j'aime toujours m'intéresser un peu à tout ça. Et je suis un peu passionné, hein, tout ce qui est, on va dire, je suis cinéphile, quoi. J'aime bien tout ce qui touche au cinéma, à l'image et son, donc j'aime bien avoir aussi du bon matos à la maison par rapport à ça, donc voilà. Ok. Et est-ce que vous auriez un petit mot, tous les deux, à transmettre aux internautes qui nous regardent, que ce soit pour votre communauté ou en général, un petit mot vous avez carte blanche. Eh bien, à toute la communauté Lorcana, merci de nous suivre, merci d'être aussi gentil, bienveillant. Enfin voilà, tout ce qu'on a pu dire aussi tout au long de cette vidéo, hein. Le constat est plutôt très positif. On espère que le contenu qu'on peut vous proposer vous divertit, vous plaît et que voilà, qu'on puisse continuer comme ça. C'est globalement le message que j'ai et de prendre du plaisir à jouer à l'Orcana, tout simplement. Bah oui, en fait, tu as tout dit, hein, pratiquement. Merci d'être au rendez-vous et de nous faire des retours à chaque fois. Ça nous fait très plaisir. On se dit qu'on fait pas ça pour rien et ça, c'est cool. Et puis c'est toujours un plaisir de vous rencontrer en vrai et de partager des moments avec vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté ce petit interview avec moi. Ça a permis aux personnes qui regardent la vidéo et moi-même d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre vision du jeu. Parce qu'on vous voit créer des contenus sur des decks, sur les infos autour de l'Orcana, mais un peu moins sur votre vie privée et ce que vous pensez. Donc c'est sympa de vous avoir eu pour avoir ce genre d'informations. J'espère que les personnes qui regardent auront apprécié cette petite vidéo. On te remercie de nous avoir proposé cette interview. C'est toujours c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qui nous plaît. On prend grand plaisir à le faire, en tout cas. Voilà. Et puis, on te souhaite aussi bonne chance pour le développement de ta chaîne. C'est très, très, très cool ce que tu proposes avec les interviews de tous les gens de la communauté Lorcana qui proposent du contenu ou qui perfent lors de tournois. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très cool qu'on continue comme ça. En tout cas, merci encore à vous deux. Et on peut vous retrouver où sur les réseaux sociaux ou autres Est-ce qu'il y a des prochains tournois ou événements en lien avec l'Orcana? Je sais qu'il y a un tournoi que vous organisez. Je vous laisserai en dire un petit mot, bien sûr.
Nous retrouver sur notre chaîne YouTube Tom et Evan, déjà c'est une bonne base. On essaie aussi de faire vivre notre Instagram. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut trouver les bonnes idées, les contenus. Donc on essaye de mettre des petites choses de temps à autre, surtout des news qui tombent au final. Donc on est très actif à l'approche d'un set. C'est ça. Ça c'est sûr. Et puis notre gros tournoi du coup qui aura lieu. Je profite pour faire la petite promo. Bien sûr. Et voilà, le gros tournoi qui aura lieu au Clé-sous-Bois le 31 mai 2025, qui sera du coup le lendemain de la sortie du règne de Scar, de Jafar. Et à quand le règne de Scar, moi je vous le du coup, le règne de Jafar, donc on espère pouvoir avoir plein de lots à la clé qui sera du coup des displays de Jafar. Voilà. Et on espère que... Donc c'est 64 joueurs et c'est au Clé-sous-Bois dans les Yvelines le 31 mai 2025. Lors d'une convention qui s'appelle le Geek Up Festival. Et donc l'accès au tournoi vous donne aussi accès à ce festival de pop culture qui est plutôt cool. Voilà. Merci beaucoup. Hâte de te recroiser et puis de discuter en vrai. Voilà. J'espère qu'on se retrouvera sur un event bientôt. Je crois qu'il y a Vernon qui arrive bientôt, je crois. C'est le plus gros qui arrive. En avril, il me semble. C'est ça. Et pour mon anniversaire en plus. C'est pas beau ça. Et voilà. Laissez-moi gagner. Voilà. Merci beaucoup et puis on te dit à la prochaine et on te fait des boujous. Salut. Eh ben super pour toutes ces infos. Je vous remercie encore Tom et Evan, c'est vraiment sympa d'avoir pu participer à ce petit jeu d'interview avec moi, c'est vraiment cool. Et on se croisera, je l'espère, à Vernon, parce que j'y serai avec mon épouse. Et je suis en train de voir aussi pour le 31 mai pour votre événement. Alors moi je suis pas à côté, ça me fait quand même pas mal de route, presque 5-6 heures de route pour y aller, et surtout que je fais déjà Vernon. Je verrai, mais probablement le 31 mai. En plus, c'est l'anniversaire de mon épouse. Je pourrais fêter l'anniversaire pour le tournoi de l'Orcana. Ça peut être marrant. Et puis, on pourra se voir et papoter, même si je pense que vous serez pas mal pris durant cet événement. Mais on verra, on en reparlera. Je vous dis encore merci. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle petite vidéo. D'autres interviews suivront. Et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça me motive à refaire des petites vidéos. Je le fais vraiment par pur plaisir du jeu et par pur plaisir de rencontrer des gens et voilà, de partager cette passion commune de ce jeu et de rencontrer des gens très sympas. Donc ça me fait plaisir de leur donner carte blanche et qui me racontent leur vie, leur histoire, leurs ressentis, leur façon de jouer, et toutes ces infos pour progresser à ce jeu. Je vous dis à tous un grand merci et à très bientôt sur la chaîne Canalor Café. C'était Jérémy alias Mr Cool. À bientôt, salut!